sommes le 25 octobre 2025 et il est 8 heures sur Canal Algérie. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et comme chaque samedi, nous allons retrouver notre ami Ahmed Guélega Hassen. Alors vous savez, dans quelques jours, nous allons entamer le mois de la Révolution, à savoir donc le mois de novembre. Alors notre ami Ahmed Guélega Hassen a choisi de l'entamer dès aujourd'hui puisqu'il va rendre hommage à une grande personnalité et donc c'est un historien mais aussi Moudjahed qui a beaucoup écrit sur l'histoire donc de la révolution algérienne. Il s'agit donc de Mohamed Harbir Bitoul fi Amrou. Et aujourd'hui aussi nous allons nous intéresser aux étudiants, donc les étudiants qui font toujours un très très beau travail sur terrain. Ils essaient toujours donc de construire ce pont entre l'université mais aussi le monde de l'entreprise. Et cette fois-ci, les étudiants donc, de génie industriel seront, ou plutôt les étudiantes de génie industriel seront parmi nous, puisqu'un événement se prépare au niveau de leur université autour donc du business game. Elles nous en diront plus dans un petit moment. Et aussi, aujourd'hui, nous allons recevoir une enfant, elle qui est passionnée par l'écriture, par la lecture, mais aussi par le cinéma. Et toujours dans le domaine de l'éducation, donc des enfants, nous allons recevoir une start-up qui, elle, a développé des solutions pour accompagner donc le monde de l'éducation, à savoir les écoles, les établissements scolaires, donc dans la phase de leur numérisation, et ce, à travers plusieurs applications destinées non seulement aux enfants, mais aussi aux parents, afin qu'ils puissent donc accompagner leurs enfants et surtout de les encadrer. Le mois d'octobre continue, octobre rose, et nous allons revenir donc sur les travaux de sensibilisation au dépistage précoce contre le cancer du sein, et nous allons en parler ce matin. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, comme d'habitude, ce sera pause musicale et ce sera en compagnie de Hind Boukla qui nous interprète une belle chanson intitulée Nchouf.
Et Ahmed Garriga Hassan nous rejoint donc pour sa rubrique. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Ahmed? Alhamdulillah, tu as décidé d'anticiper pour le mois de novembre. Bon, je n'ai pas décidé, il y a eu le 17 octobre, il y a le 22, il y a le 26, toutes les dates sont importantes. Effectivement, toutes les dates sont importantes et c'est vrai que novembre, c'était que le déclenchement. Exactement, c'est la date phare, bien sûr. C'est la date phare. Mais autour d'elle, il y a des dates quand même qui sont tout aussi importantes. Effectivement, et nous allons en parler. Donc aujourd'hui, tu as choisi de rendre hommage à Mohamed Harbi et nous en parlons juste après cela. Très bien. Alors Mohamed Harbi pour aujourd'hui, Ahmed. Mohamed Harbi, donc ce qui est bien dans nos historiens, surtout la première génération, c'est que c'est des gens qui en fait, qui étaient à la fois acteurs, et qui sont devenus par la suite témoins et puis analystes parce qu'ils sont devenus historiens. Il y a Harbi, il y a Mahfoud Qaddash, il y a Saadullah, tous ces gens ont vécu chacun à sa façon la révolution, de près ou de loin, ici ou ailleurs, mais ils l'ont quand même vécu. Mohamed Harbi, par contre, c'est un gars qui a vécu dans sa chair la révolution, parce qu'il était déjà militant dans le mouvement national, puis il a fait ses études, la révolution arrive, donc il participe. Il a aussi participé à la création de l'Union générale des étudiants musulmans algériens. Après l'indépendance, il est devenu quand même cadre de l'État. Puis il a choisi, la Providence lui a suggéré de faire une carrière académique, c'est ce qu'il a fait, et c'est l'un des plus importants historiens de la Révolution algérienne. Donc il a commencé à travailler, il a collecté beaucoup de documents qu'il a publiés, donc il a plus d'une dizaine de livres publiés. Ce qui est bien, c'est qu'il a aussi à la fin écrit ses mémoires, enfin non, donc ça fait déjà une vingtaine d'années, donc il a écrit ses mémoires, donc c'est très important. Il ne se cache pas. Ce qui est bien, c'est qu'il était militant, donc il avait un idéal, il ne se cache pas, donc il s'affiche, il était de gauche, donc et tout le monde le sait, donc jusqu'à la fin, c'est un militant convaincu, et c'est bien, donc il a une vision, donc et il faut aussi, ce qui est bien, c'est que quand il a écrit, donc par exemple quand il a écrit l'histoire de la Révolution, il a aussi publié les documents, les archives de la Révolution algérienne. Donc, comme de véritables références. Voilà, exactement, c'est les textes de référence. Voilà, on le voit quand il était jeune. Il ressemble un peu à Frantz Fanon, non? Tu vois? Dis-le. Chaque fois, je dis qu'ils étaient beaux. Oui, je vais le dire. Il est beau, il est charismatique. Oui, à chaque fois, je dis la même chose de cette génération. Exactement. Et c'est vrai. Je ne sais pas si c'est les photos. Moi, je me dis c'est peut-être les photos noir et blanc qui font. Là, il est un peu plus vieux, donc il est sûrement... il garde toujours son charisme. Exactement. Les photos ne mentent pas. Exactement. Donc, il a beaucoup travaillé. L'un de ses livres les plus importants, c'est l'histoire de la Révolution algérienne aussi. Donc, il a parlé des origines du FLN, parce que c'est un moment crucial pour la création de la Révolution. Donc, il a parlé de la guerre d'Algérie, du début, donc en 1900. Là, c'est les archives de la Révolution algérienne. Donc, c'est l'un des documents les plus importants. Il y a ce livre, il y a le livre on va peut-être en parler par la suite, de Belhoussin, qui a fait aussi le courrier Alger-Le Caire. Donc là, on voit par exemple la date en 1954, arrivé à l'analyser. Donc c'est le commencement. La guerre d'Algérie, donc il a fait en collaboration. Et ça, c'est ses mémoires. Donc je ne sais pas si on voit. Ça va venir. Donc ça va venir, Inch'Allah. Donc il a fait tout un travail, une dizaine de livres pour parler de la Révolution, pour analyser les événements les plus importants. Donc c'est quelque chose de très consistant. Maintenant, donc, on est un peu... parce qu'en fait, les Algériens maintenant reviennent un peu à l'histoire. Donc, il y a plus de curiosité que de la nostalgie. Au début, peut-être après l'indépendance, les gens étaient traumatisés de la Révolution parce que la violence et ce que les Algériens avaient vécu. C'est au fait une mixture entre effectivement le traumatisme et l'euphorie aussi. Donc, exactement.
Donc ils étaient très contents parce qu'ils se sont débarrassés de quelque chose d'affreux. Donc il y avait les tortures. Même ceux qui ne l'ont pas vécu, ils l'ont vécu par procuration parce que les gens racontaient quand ils sortaient. Même notre génération, donc on est né après l'indépendance, mais quand les vieux nous racontaient, quand il y avait des gens, enfin les vieux, ils étaient à l'époque, ils n'étaient pas aussi vieux que ça, mais il y a des gens qui bloquaient, ils n'arrivaient pas parce que c'était des souvenirs atroces, donc surtout les tortures, donc ce qu'ont fait les Français ici est atroce. Maintenant, c'est la réalité, donc c'est ce qui s'est passé en Algérie. Donc, par exemple, quand on lit ce qu'a écrit Mohamed Harbi, ce qu'écrivent par exemple les historiens français, surtout quand on lit ce que vivaient les colons ici, donc les colons pieds noirs, dans ce qu'ils vivaient, on voit très bien qu'il y avait une dichotomie, il y avait une distinction entre les deux. Ils parlent de communauté, non, c'était deux sociétés complètement distinctes. Il y avait des gens qui étaient plus nombreux, qui payaient 10 fois plus d'impôts. Oui. Et les autres qui étaient moins nombreux, qui payaient 10 fois moins, mais ceux-là profitaient 100 fois plus que les autres. Donc, et on voit, c'est normal, c'est le régime colonial, et c'est comme ça. Et ils veulent maintenant nous convaincre que nous sommes les agresseurs, que les Algériens qui les ont agressés. Mais il ne faut pas quand même, il ne faut pas renverser les choses. Donc la réalité est là. Nous étions chez nous, nous étions établis. Ils veulent nous convaincre que, on nous le dit, ah oui, parce que... Mais là, tout ça, on l'a compris. Donc, même les gens qui ne voulaient pas comprendre, donc au moment du début de la guerre d'Ukraine, donc leur réaction, c'était quoi? Les Ukrainiens, c'est des blonds aux yeux bleus. Ils ne sont pas comme les Syriens et les Irakiens. Il faut le rappeler, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, moi, j'étais un peu apaisé en fait, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, ce qu'on savait nous, on le voyait, on le savait, ils l'ont dit, ils ont fini par leur dire, parce que c'est la réalité, elle les a poussés à le dire, ils l'ont dit. Maintenant, tout est dit, la messe est dite, maintenant tout le monde a compris. Pour la guerre d'Algérie, donc c'est la révolution algérienne, et ce n'est pas les Algériens qui ont inventé les mots révolution. Je vais ramener, Inch'Allah, le livre qui est le premier à parler de révolution. Il y a même l'analyse de Frantz Fanon, donc quand il parle de la vraie révolution qui s'est passée dans la société algérienne pendant cette révolution de 54-62. Mais elle ne vient pas elle n'est pas née ex nihilo. Donc la révolution, c'est pas le 1er novembre, c'est pas les enfants de la Toussaint, c'est les enfants de l'Algérie qui l'ont fait. Et ils n'ont jamais accepté cet état de fait. Donc, tant qu'ils étaient un peu... Ils étaient obligés, ils étaient complètement laminés, ils étaient écrasés par la force de l'armée française. Donc, mais bon, quand le monde a changé, il fallait qu'ils prennent leur destin en main. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, par exemple, là, quand on parle il y a des moments phares de la Révolution, par exemple le début de la Révolution, on sait très bien ce qui s'est passé dans le mouvement national, en la scission qu'il y avait entre ceux-ci, les ceux-là. Et puis les jeunes qui ont inventé le FLN, qui ont poussé à l'action, et c'est tout à fait normal, on ne fait pas de révolution à 50 ans. On fait la révolution, on l'a fait à 20 ans, c'est tout à fait normal. Même chez nous, c'est les jeunes qui font la révolution. Et c'est dans la logique des choses. Et donc, ils se sont lancés Et puis, donc, il y a eu un concours de circonstances, mais c'était le travail des Algériens. Là où ils étaient, donc, ils travaillaient. On l'a vu avec Talib Ibrahim. Et donc, c'était un effort quotidien qu'ils devaient fournir, donc, pour les contacts, pour avoir de l'argent, pour avoir les contacts diplomatiques, pour convaincre les gens, pour convaincre les Algériens au début eux-mêmes, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'est. Donc, il y a des gens qui étaient apolitiques, donc les pauvres étaient écrasés, donc ce qui les intéressait, c'est de pouvoir se nourrir et nourrir leur famille. Mais à la fin, donc, mais on a vu les filles sortir de chez elles, aller au maquis, donc aider et faire tout ce qu'elles ont fait. On a vu tout le travail qui a été fait. Et tout ça, donc, pour ceux qui aimeraient mettre des noms sur les événements et des dates sur les événements. Donc il y a les travaux de Harbi, donc qui analyse et qui a fait, enfin, c'est une carrière qu'il a consacrée à l'histoire de l'Algérie, donc le mouvement national, la révolution et puis même l'Algérie post-indépendante. Et voilà, donc tout ça c'est Harbi. À travers Harbi, donc on peut entrevoir
Une partie, bien sûr, c'est parce que c'est une perspective sur la révolution algérienne, sur l'histoire de l'Algérie. Donc, on ne va pas dire que c'est une analyse, mais quand même, c'est une analyse importante parce qu'il a les outils, la méthodologie scientifique. C'est un académicien qui a fait beaucoup de travail. Donc, et après, on rappelle qu'il s'est quand même appuyé sur des documents existants, donc de véritables références, même si effectivement, il y a une perspective qui est mise en valeur, mais reste que les documents de références sont là pour appuyer son discours. Point de vue. Voilà. Il a, donc, lui, ses amis, donc il y a Reda Malek, Rabbi Rahmo, il y a le Sharaf qui a fait aussi beaucoup de travail. Et Mahfoud Qaddash, quand même, c'est une partie de l'élite algérienne qui a participé pleinement dans la révolution. Avec d'autres, bien sûr, il ne faut pas les oublier. Tout le monde a participé. Donc voilà, très bien. On va parler peut-être la prochaine fois aussi des mémoires. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui ont écrit leurs mémoires, enfin, parce qu'il faut dire que... Et là, la différence entre Harbi, par exemple, et ceux qui ont écrit leurs mémoires à partir de la fin des années 90, pendant les années 2000, c'est en fait, lui, parce que comme il était de formation, il était déjà en sciences humaines, donc il a fait une liste. Il avait la méthodologie déjà exactement, de travail, donc il s'est lancé tout de suite. Par contre, les autres, parce que c'est le traumatisme en fait, parce qu'on ne peut pas... de l'autre côté, ils ont commencé à écrire leurs mémoires, donc les criminels, Bijar, etc., ils ont écrit déjà pendant les années 70, parce que ils savaient qu'ils devaient se justifier vis-à-vis de l'histoire. Donc il fallait le faire tout de suite pour imposer déjà leur point de vue, pour justifier leurs actions. Et bien sûr, ils espéraient que de l'autre côté, personne n'allait écrire. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout de suite commencé à écrire. Pendant les années 70, donc il y a quelques statistiques, pour une dizaine de livres écrits par quelques Algériens, de l'autre côté, il y avait 1000 mémoires, 1000 analyses qui est sorties par des acteurs qui étaient des acteurs criminels qui étaient ici en Algérie. Donc, et maintenant, un peu, c'est mieux parce que c'est plus équilibré. Donc, on a d'un côté des acteurs criminels, on a les hommes de la liberté, on a aussi les hommes et les femmes justes qui ont participé avec les Algériens. Et puis, il y a les études historiques, donc quelques historiens. Et il faut faire très attention parce que c'est pas parce qu'on est connu, il y a certains qui sont connus maintenant, surtout de l'autre côté, avec soi-disant un discours très apaisé, donc une fausse neutralité qu'ils affichent, une objectivité un peu artificielle qui s'impose aussi dans le marché algérien. Donc, mais il faut faire très attention aussi. Donc, il faut, bien sûr, là maintenant, il y a une école algérienne d'histoire de l'Algérie, on a un centre, mais bien sûr, Et il y a des références aussi, des documents. La victoire, ça se défend, sinon on la perd. Donc, et c'est ce que Mohamed Harbi et plein d'autres ont fait justement à travers... C'est l'un des pionniers de l'école algérienne d'histoire post-indépendance. Ce n'est pas le pionnier parce qu'on sait que les historiens ont commencé bien avant, avec Ben Cheneb, avec Abdelrahman Jilali, etc. Mais eux, ils étaient plus vers les époques médiévales et autres. Mais là, après l'indépendance, il fallait écrire quelque chose sur la révolution. Donc, et c'est l'un des premiers, c'est Mohamed Harbi. Il reste quand même, ces livres sont des références. Mais je me rappelle qu'à chaque fois qu'on avait un exposé à faire, c'était le livre de référence. Les archives de la Révolution. Voilà, les archives de la Révolution. Le livre vert. Donc, le livre vert, voilà. Le livre vert, c'était effectivement notre référence en tant qu'étudiant. Je me rappelle de ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, donc mon père, Allah yarhamou, et ses amis, donc ils se le passaient. Donc le livre vert passait d'une famille à une autre parce que les gens voulaient savoir, c'est quand même un pavé très important. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Ahmed d'être revenu sur cette personnalité. Rabbi Tawal fi Amrou, comme on le dit. Donc on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour célébrer ensemble et commémorer ensemble justement le 1er novembre, Inch'Allah. Merci beaucoup Ahmed et on continue. Alors le octobre, ça continue, donc la sensibilisation, encore une fois, au dépistage contre le cancer du sein continue. Cette fois-ci, nous allons revenir sur un événement. Il s'agit donc de Pink Move et c'est Linda Teboul qui s'est intéressée à cet événement. On se retrouve juste après. Sous un soleil radieux et une ambiance conviviale, Pink Move a organisé un grand événement ce week-end sur la promenade des Sablettes à Alger.
Des dizaines de participants vêtus de rose ont pris part à des activités sportives, des ateliers, des stands d'information pour sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. On a tout un programme riche et varié. Donc il y a une partie qui parlera de la sensibilisation et du dépistage précoce, à l'alimentation, à la nutrition. On est accompagné de psychologues, de nutritionnistes, de médecins, de gynécologues, de sages-femmes, etc., du corps médical et paramédical, avec nos partenaires qui nous ont suivis. Et nous avons aussi des activités sportives, donc courses, tournois de basketball, cours de Zumba, donc toute une panoplie de challenges et tout. Et en parallèle, on a tout ce qui est loisirs. Plusieurs associations de lutte contre le cancer du sein étaient également présentes pour informer, écouter et accompagner les visiteurs. Médecins Jazair, c'est une association des étudiants en médecine d'Alger. On a l'habitude d'organiser des campagnes de sensibilisation, des formations pour nos membres. On a même une branche caritative PSE pour le sourire d'un enfant. On a l'habitude d'organiser des circoncisions, des PSE écoliers. On est présent aujourd'hui avec Messel Jazair au Pink Move pour faire la sensibilisation au cancer du sein. On est là pour inciter les femmes à se faire dépister premièrement à la maison grâce à l'autopalpation, mais surtout, au dépistage organisé après à 40 ans grâce à la mammographie tous les 2 ans, et chez les femmes qui ont des antécédents de cancer à partir de 25 ans grâce à l'échographie. On a reçu des femmes qui, certaines avaient des antécédents au premier degré de cancer du sein et ils voulaient avoir plus d'informations. C'était des jeunes filles en particulier qui avaient la vingtaine, la trentaine, qui voulaient savoir si elles avaient un grand risque de développer un cancer du sein. Face à un événement où on incite déjà à la pratique du sport, qui est une manière de prévention, pas que du cancer du sein, mais de tous les cancers en fait. Et parce que le sport joue un rôle essentiel dans la prévention, des séances d'entraînement et d'initiative ont rythmé la journée. On a fait une belle course de 4 km, donc il y avait presque 1000 participants. Donc on a toujours la journée de la musique, des ateliers des ateliers de sensibilisation. Le sport, il réunit tout le monde, les malades ou les en bonne santé, qui plein d'événements sportifs, la Zumba, la course, le tournoi de basketball. Donc on va essayer de vraiment mettre l'ambiance, encourager les gens à faire du sport et passer du bon moment. Entre information, bien-être et solidarité, Pink Move a réussi à transformer les Sablettes en un grand espace de santé et d'espoir. Parce qu'en parler, bouger et se faire dépister, c'est déjà avancé dans la lutte contre le cancer du sein. Et voilà, c'était donc l'événement Pink Move qui s'est déroulé au Sablet. C'était un reportage de Linda Teboul. On continue donc de parler du mois rose et octobre rose. Et cette fois-ci, ça va être avec 2 associations qui travaillent en collaboration, encore une fois, pour la sensibilisation et qui sont représentées respectivement par Fawzi Rabhi. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir. Avec grand plaisir. Président de l'association Piété et Bienfaisance. Absolument. Marhaba. Et parmi nous, donc, Myriam Ben Khaled. Bonjour, Myriam. Bonjour. Myriam qui a choisi aujourd'hui de se mettre en rose pour la bonne cause. N'est-ce pas, Myriam? Exactement. Exactement. Alors, elle est membre de l'association Élite et chef de projet Pink Hope. Pink Hope, oui. Voilà. Marhaba bikoum. Alors, Pink Hope, c'est un projet, n'est-ce pas? Alors, il s'agit de quoi? Il consiste en quoi? Bon, déjà, je me présente. Permettez-moi de me présenter tout d'abord. Je suis Myriam Ben Khaled, membre de l'association Élite et étudiante en 3e année à l'école supérieure de commerce. Et c'est le Mekaïchuk. On a organisé notre événement qui est le Pink Hope, c'est-à-dire espoir en français, en collaboration avec l'association Piété et Bienfaisance. Alors, c'est un événement organisé dans le cadre d'Octobre Rose, dédié à la sensibilisation au cancer du sein.
Voilà, donc ça c'est un peu l'objectif du projet. Alors Fawzi, vous collaborez donc, pour ce projet, toujours présent sur terrain. En quoi consiste votre collaboration? Alors pour la 15e année consécutive, l'association Piété et Bienfaisance, absolument, ça fait 18 ans que l'association est sur le terrain. Ça fait des années qu'on sensibilise à travers aussi Canal Algérie, qu'on remercie d'ailleurs. Je voudrais aussi mettre la lumière sur l'association L'Amel. L'association, c'est un centre équestre qui travaille avec les autistes et les trisomiques. Ils font un travail colossal. Remarquable, c'est de l'équithérapie. Donc c'est une collaboration entre ces trois associations. Pour certaines personnes à qui je voudrais éclairer un petit peu le vrai but et les objectifs des sensibilisations, parce que certains disent aussi qu'on fait que parler et ça n'a pas vraiment d'impact. Moi je vous dis avec expérience, avec ma petite et modeste expérience, qu'à chaque mobilisation et à chaque sensibilisation, on arrive à, quand je dis le minimum, avoir minimum 5 ou 6 personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient déjà atteintes d'un cancer du sein. Et avec de la sensibilisation, parfois on choque un petit peu aussi les gens pour pouvoir vraiment les... Le choc, c'est une thérapie à part entière. Absolument, absolument. On a changé un petit peu nos méthodologies. Et déjà, aujourd'hui, on sensibilise plus les jeunes que les mamans. C'est-à-dire qu'on sensibilise plus leurs enfants que les mamans en question, parce que généralement, elles passent plus de 10 ans pour faire une mammographie, alors qu'elles devraient le faire réellement chaque 2 ans. Et ça permet réellement de sauver des vies, parce que quand on a un dépistage précoce, on peut facilement combattre cette maladie. Donc moi je voudrais remercier les jeunes d'élite. C'est la 3e année consécutive aussi qu'on fait une collaboration ensemble. C'est des jeunes vraiment magnifiques. On va dire le futur de cette nation est vraiment, Inch'Allah, prometteur. Et on doit s'engager avec ces jeunes associations qui travaillent réellement sur le terrain pour tout simplement faire la différence. Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour inviter toutes les personnes qui sont installées à la maison et qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui, vu que l'Yom Algérie verte, c'est le slogan de tous les Algériens aujourd'hui. Donc vous pouvez nous rejoindre au niveau du parc Dounia, le centre équestre L'Amel, qui sera vraiment ravi de vous accueillir pour cette noble cause. Inch'Allah. Alors, Mariam, je reviens à vous. Donc, l'événement va se dérouler au niveau de Parc Dounia. Parlez-nous un petit peu de cet événement. Donc, Peak Hope, qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec donc ceux qui vont venir participer à votre événement? Ok. Déjà, notre événement vise à la sensibilisation au cancer du sein, à sensibiliser aussi le public à l'importance du dépistage précoce. Il vise à créer un espace d'échange entre les patients, les participants et surtout les associations. Cette journée sera animée par des activités, de différentes activités, une compétition sportive, il y aura un marathon, une plantation, des conférences avec des professionnels de santé. Voilà. Alors, pour le marathon, la compétition, pour les plantations, qui c'est qui va participer? Déjà, notre événement vise le grand public, donc il est ouvert à tout le monde. Donc on n'a pas besoin d'inscription au préalable, tout le monde peut venir? On a déjà partagé, oui, tout le monde peut déjà venir, et on a déjà partagé un formulaire sur notre page d'élite et avec l'association Piété et Bienfaisance pour le marathon, et voilà, c'est tout. Mais sinon, tout le monde peut Ça va commencer à nous rejoindre. rejoindre. Pardon? Ça va commencer à partir de quelle heure? De 9h jusqu'à 16h30. Dans quelques instants alors, voilà. N'est-ce pas? Dans quelques instants. Alors, Fawzi, je reviens à vous. Donc, c'est un travail quand même assez lourd, parce que c'est un travail qu'il faut préparer bien à l'avance, d'autant plus que c'est ouvert à un grand public. Donc aujourd'hui, il faut dire que, alhamdoulilah, par rapport à quelques années en arrière, ce n'est pas... Il y a toujours le petit tabou, mais beaucoup moins que ce qu'on ressentait auparavant. Donc les gens aujourd'hui s'ouvrent un peu plus à la question, s'intéressent un peu plus à la question, posent plus de questions aussi. Alors comment vous comptez un petit peu encadrer l'événement aujourd'hui? Donc les gens vont venir, ils vont poser beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes surtout.
Alors, tout d'abord, je voudrais dire qu'on est obligé de casser ce tabou qui est en train de bousiller la vie de beaucoup de nos mamans, de nos sœurs, beaucoup de femmes algériennes remarquables qui sont en train de s'éteindre à cause d'un dépistage ou à cause de mal suivi. Donc aujourd'hui, on est là pour dire qu'il faudrait vraiment arrêter de ne plus se soucier de sa santé. Vous imaginez, il y a beaucoup de personnes qui se disaient que ça ne pourrait pas m'arriver, alors que ça arrive réellement. Aujourd'hui, on pense toujours qu'on est à l'abri, que ça n'arrive qu'aux autres. Et... Avec aussi la nouvelle génération, je parle de la nouvelle génération, des femmes en général qui travaillent et qui n'allaitent plus leurs enfants. Il faut dire les choses comme elles sont. Un taux de 7%, c'est vraiment... 7% d'allaitement de femmes qui allaitent en ça fait peur, ça fait peur. Ah oui. Ça fait peur, alors qu'on dit que déjà, c'est hawlaini kamilain. Et c'est vraiment, ça empêche réellement ce cancer de se propager au niveau de C'est une manière de la prévenir, population. effectivement. Absolument. Et puis, je voudrais dire aussi à toutes les personnes qui ne sont pas concernées aujourd'hui, demain vous le serez peut-être. Oui. Donc, vraiment, nul n'est à l'abri. Quand on voit les différents services d'oncologie qui sont vraiment débordés, quand je vous dis débordés, de chez débordés, et je voudrais aussi faire un petit peu de lumière par rapport au suivi à l'année. Parce que c'est vrai qu'on en parle du cancer du sein chaque mois d'octobre, mais un suivi toute l'année. Généralement aussi, les patientes atteintes de ce cancer, pas seulement les femmes, vu que ça touche aussi 1% des hommes aussi, c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui n'arrivent pas à suivre l'état de leur santé, les IRM, les scanners, les analyses et tout ce qui va avec. Donc on doit vraiment trouver des solutions durables pour ces gens-là, pour avoir un suivi à l'année, afin de minimiser les pertes. Et on espère vraiment que déjà cela va changer la sensibilisation tout simplement. Parce que on parle d'une vie. La maman algérienne, elle n'est pas faite juste pour la marmite et la cuisine et maman, tu m'as bien préparé ceci et cela. Non, aujourd'hui elle t'a protégé, elle t'a rendu une femme, un homme. Aujourd'hui c'est à toi de pousser un petit peu la maman, la sœur, la tante à aller faire ce dépistage. Ça ne coûte rien du tout. Une petite demi-heure de votre vie qui pourra vraiment vous soulager psychologiquement et autres. Donc je vous dis aussi, n'hésitez pas à partager et sensibiliser un maximum autour de vous, parce que c'est vraiment l'histoire de tout le monde. Et on espère vous voir nombreux et nombreuses au niveau de l'événement qui se passera au niveau du centre équestre El Amel. Au niveau du programme aussi, on a beaucoup d'activités avec les chevaux. Il va y avoir de l'équithérapie avec les petits aussi, avec des professionnels. Donc ça sera vraiment une journée, on va dire, très intéressante et très riche avec les jeunes et leurs programmes. Donc Inch'Allah, ça se passera super bien et que vous allez tous nous joindre, Inch'Allah, à l'opération pour planter un arbre aussi. Oui, alors comme on dit, ce sera Hadja Farja. Absolument, l'utile à l'agréable. Ce sera Hadja Farja, vraiment joindre l'utile à l'agréable. Alors Mariam, on va peut-être terminer sur les conférences qui vont y avoir lieu aujourd'hui, puisqu'il y aura des professionnels qui vont venir pour informer déjà, d'abord, avant de sensibiliser. Donc informer et sensibiliser. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces conférences? Bien sûr, il y aura des conférences avec des professionnels de santé, pour informer les participants sur la maladie du cancer du sein, les symptômes, comment on peut se faire dépister, sur la prévention, voilà. Et je voudrais préciser déjà que cette maladie n'est pas concernée uniquement aux femmes, mais peut aussi toucher des hommes. Et concernant les ateliers, il y aura une bonne partie il y aura une bonne partie des bénéfices générés par les ateliers qui sera adressée à l'aide des personnes touchées par cette maladie. Voilà, encore une fois, un autre acte de solidarité, effectivement. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Fawzia Rabhi, je rappelle, président de l'association Piété et Bienfaisance. Bravo encore une fois pour tout ce que vous faites sur terrain. Mariam Ben Khaled, membre de l'association Élite et chef de projet Pink Hope. Bravo.
encore une fois pour tout ce que vous faites. Les étudiants, ils ne cessent de nous impressionner, hein, n'est-ce pas? Absolument, et bravo, on a vu des jeunes étudiantes aussi très intéressantes. Très intéressantes qu'on va recevoir dans un petit moment, effectivement. En tout cas, merci. Rendez-vous pris au niveau donc, du Parc Dounia à partir de 9h, hein, donc dans quelques instants. Merci encore une fois. Et on continue cette fois-ci, justement, nous allons nous intéresser à un très bel événement qui a eu lieu au niveau donc, de l'USTHB. Il s'agit donc d'une conférence sur les technologies spatiales et c'est Nawal Benjilani qui s'est intéressé à cet événement. On se retrouve juste après. L'urbanisme galopant et les défis croissants de l'aménagement territorial placent l'Algérie face à une nécessité. La modernisation des outils de planification, la technologie spatiale émergente comme une solution prometteuse. Dotée de ses propres satellites et d'une expertise reconnue en télédétection, l'Algérie possède tous les atouts pour révolutionner sa gestion urbaine. Ce domaine, c'est un domaine qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, donc coûteux. Donc travailler avec des applications SIG. On a eu la chance de faire l'expertise de l'APC d'Alger Centre. Donc c'était des conventions à une échelle réduite sur des quartiers, des communes et tout. Mais je pense que l'État algérien actuellement est en train de penser réellement à intégrer cette technologie dans la gestion urbaine. On doit exploiter les résultats de la recherche scientifique en Algérie qui sera renforcée par des moyens tels que la géospatialisation, etc. Certainement, il va y avoir une certaine qualité dans la recherche scientifique et là, ça va avoir un impact sur la vie quotidienne des citoyens. L'organisation d'une conférence à l'Université des sciences et des technologies de Bab-Zouaz sur les technologies spatiales appliquées à l'urbanisme, dans sa 6e édition, marque un tournant dans la façon dont l'Algérie envisage le développement de ses villes. L'exploitation du spatial pour lutter contre l'habitation informelle, l'anticipation des catastrophes et la création de la Smart Cities. La journée d'aujourd'hui, c'est l'usage des technologies spatiales liées au domaine de l'aménagement et l'urbanisme, à savoir les systèmes d'information géographique, les SIG, les images satellitaires, les technologies liées à tout ce qui est Smart City, à tout ce qui est gestion intelligente des villes. L'Algérie a investi dans ce domaine à partir du début des années 2000. Et peut-être le retard qui existe, c'est la collaboration ou le travail en commun entre l'université et le milieu socio-économique. Une conférence réunissant experts urbanistes et représentants de l'Agence spatiale algérienne a mis en lumière les avancées et les perspectives offertes par l'imagerie satellitaire, la géolocalisation et l'intelligence artificielle dans la gestion des villes. Chacun va contribuer à travers des cas concrets sur l'usage de ces technologies qui va nous faciliter justement la gestion de nos villes. Ces villes souffrent d'une concentration en termes de population, souffrent de beaucoup de problèmes. Les TIC sont censés gérer ces problèmes. Il y a aussi un problème très important, c'est les risques, tout ce qui est glissement de terrain, inondation. D'ailleurs, il y a des affiches aujourd'hui élaborées par nos doctorants et nos étudiants en master sur des cas concrets, à savoir les incendies de Los Angeles. Donc, à travers les images satellitaires, on peut gérer ces risques au sein des agglomérations urbaines. C'est la qualité des résultats de la recherche scientifique. Quand on dispose de moyens tels que la détection, etc., ça permet justement d'arriver à des résultats plus intéressants et à des documents de qualité par rapport à ce qu'on a l'habitude de produire dans le domaine de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, l'aménagement de territoire, etc. Donc c'est une avancée finalement.
sur le plan moyen et les premiers résultats de la recherche en Algérie en général. Il y a pas mal d'institutions qui sont en train d'utiliser la technologie spatiale, à savoir l'ACL à travers le géoportail, à savoir l'ASA, le ministère de l'Habitat, qui est en train de tracer justement un plan de formation au profit de ces cadres, parce que c'est des cadres qui ne maîtrisent pas encore cette technologie. Donc il y a une prise en charge sérieuse et une veille stratégique dans le domaine des technologies spatiales. L'Algérie se trouve à un carrefour stratégique et les solutions sont à portée de main. En décloisonnant l'accès aux données satellitaires, en formant une nouvelle génération d'urbanistes techniciens. L'Algérie pourrait faire basculer sa gestion urbaine en une ère où la précision spatiale permettrait d'anticiper plutôt que de subir, de planifier plutôt que de réparer. Et de retour sur le plateau, et c'était donc une belle conférence autour de la technologie spatiale. C'était donc qui s'est tenue au niveau de l'USTHB, et c'est Nawal Benjilali qui s'est intéressé à cet événement. Restant toujours dans le monde universitaire, deux charmantes jeunes filles sont parmi nous ce matin, deux charmantes étudiantes qui font un travail magnifique et remarquable sur terrain. Donc elles viennent de Génie Fizil. Manar Boras, c'est donc, bonjour. Marhaba. Merci pour l'invitation. Alhamdulillah, non, un peu. Un peu. Oui. Nous, on ne sait pas ce que c'est que le stress. Oui. Il va falloir nous apprendre peut-être ça ou pas? Bien sûr. Non. On n'a pas besoin. De comprendre le stress? Bah oui. Si on oublie le stress, c'est un terme abstrait, donc bravo. Sentir le stress. Très bien, elle a tout compris aujourd'hui, Manar. Bravo, Manar. Et parmi nous également, Dalia Senmi. Bonjour, Dalia. Bonjour, ça va? Comment ça va? Alhamdulillah, ça se passe bien? Très bien, ça se passe très bien. Alhamdulillah, marhaba bikoum. Merci beaucoup. Alors, donc vous êtes deux étudiantes qui viennent de génie industriel et toutes les deux, vous faites partie d'un club scientifique de votre université, n'est-ce pas? Alors, commençons déjà par le club scientifique. Il s'agit de quoi? Alors, je me permets de le présenter. IEC, c'est le Industrial Engineers Club. Il a été fondé en 2020, février pour être plus précis, par des étudiants. Covid, hein. Exactement, oui. Ah, c'était un gros challenge. Une initiative déjà, très bold, comme on dit, par des étudiants de l'École nationale polytechnique. Alors, sa mission, c'est un petit peu de valoriser, vulgariser et défendre les valeurs de génie industriel, notamment les sous-spécialités TAHA, management industriel ainsi que data science et intelligence artificielle. Comme à Oulé, non? Ah oui. Ah, c'est défendre les valeurs, hein, rien que ça. Les valeurs, exactement. On organise pas mal de conférences, de formations afin d'enrichir la communauté estudiantine en dehors des heures de cours et valoriser un petit peu la spécialité en soi pour faciliter en milieu professionnel du coup la communication entre les étudiants, les ingénieurs diplômés ainsi que les entreprises. On compte parmi nos membres plus de 70 membres actifs ainsi qu'un réseau d'alumni. Tous des étudiants de la même université? Exactement, de la même spécialité. Voilà. De la même spécialité. Ainsi qu'un réseau d'alumni de 450 personnes. Dans les quatre coins du monde. Exactement. Dans les quatre coins du monde. Donc vous êtes déjà de renom international. Oui. Très bien. Vous vous organisez comment? Au sein de, vous vous organisez comment? Donc il y a plusieurs départements, notamment le département IT, donc tout ce qui est design et l'identité visuelle de notre club. Nous avons la communication, donc Dalia, c'est un membre de com. Tout ce qui est communication, comme on le fait c'est un petit peu le pont, comme j'aime bien dire, qui lie les étudiants à la communauté, aux autres étudiants. Ce qui fait parler de nous, de nos événements, de nos formations et de ce qu'on fait. La gestion des réseaux sociaux, etc. Nous avons la RE, c'est External Relations, donc tout ce qui est la recherche des sponsors et tout ce qui est des relations externes, comme avec vous, etc. Nous avons RH, tout ce qui est la gestion interne entre les membres. Nous avons la TND, donc tout ce qui est la recherche des formateurs, etc. Ah, une véritable entreprise. Alors, véritable entreprise bénévole. C'est un petit discours, mais avec un nid d'étudiants. C'est très bien structuré, c'est très bien organisé. Je vois, véritable entreprise. Hein, donc vous êtes prêts finalement pour le monde. Exactement, c'est ce qu'on essaie de faire. N'est-ce pas? En fait, c'est ça le but. À force d'organiser des événements, on finit par apprendre un petit peu tout ce qui est ta'amoul avec les gens, le domaine professionnel, le milieu professionnel. Ça nous facilite vraiment le quotidien. Et puis vous êtes aussi ce pont entre l'université et le monde de l'entreprise. Exactement. Que vous organisez des événements
où vous invitez les entreprises, où vous mettez d'ailleurs les étudiants dans de véritables situations, donc de crise probablement, n'est-ce pas, pour trouver des solutions. Voilà. On fait aussi des sorties en entreprise, donc ça permet de nous initier au monde professionnel, la structure de l'entreprise, ça nous permet d'augmenter le réseau professionnel terrain, donc c'est très important. Très bien, et ça forge beaucoup sur le plan personnalité, n'est-ce pas? On peut le dire. Oui. N'est-ce pas? C'est vrai que le mouvement associatif, c'est l'un des mouvements. Là, on apprend beaucoup de belles choses et beaucoup de valeurs, surtout, effectivement. Mais sinon, les filles, vous vous apprêtez à faire un bel événement très bientôt. Donc, ça va être pour la première semaine du mois de novembre. Le Business Game, n'est-ce pas? Voilà, donc Business Game, c'est un événement très spécial. Donc, ça sort un peu de l'ordinaire de ce que font généralement les clubs. C'est un jeu de simulation d'entreprise grâce à un logiciel 100% conçu par nos membres dev. Donc, un grand merci à notre équipe dev. Équipe dev, c'est des étudiants? Les étudiants, tu as le membre ils se chargent de développement, logiciel, etc. Donc, 100% conçu par nos membres dev. Et l'idée générale derrière cet événement, c'est qu'il y aura 14 équipes participantes de 4 participants. Alors, les 14 équipes, elles viennent toutes donc, de votre université ou bien la participation est ouverte aux autres Alors, la participation est ouverte pour tout le monde. Pourquoi? Parce que l'événement, ça permet d'apprendre la gestion d'entreprise, la finance, et on pense que vraiment n'importe quelle personne doit comprendre à gérer son entreprise, doit comprendre comment gérer son argent, la finance, etc. Donc vraiment, nous avons ouvert les portes à tout le monde. C'est une opportunité ouverte à tous les intéressés. Tous les intéressés, donc les inscriptions sont toujours en cours. Toutes les universités, toutes les jeunes, n'importe quelle personne passionnée par la finance, la gestion d'entreprise, comprendre à gérer son stress, son temps, donc voilà. Et les inscriptions sont toujours ouvertes? Alors, les inscriptions seront bientôt là. Nous allons très bien. Voilà. Je vous invite à rester branchés sur les réseaux de Tana, IECP-MMP, qui montrent comme les inscriptions seront bientôt là, donc pour ne pas rater les inscriptions. Alors, tu disais, Manar, que... non, pas Manar, c'est Manar. Oui. Manar. Voilà, que donc il y aura 14 équipes. Et, de 4 participants. De 4 participants. Parle-nous un petit peu de cette organisation. Alors, chaque équipe va ouvrir un compte de logiciel et chaque compte, c'est une entreprise virtuelle. Donc, chaque équipe doit gérer cette entreprise grâce à une stratégie, bien sûr, et résoudre les défis afin d'augmenter le chiffre d'affaires. Alors, est-ce que ces étudiants seront encadrés ou ils vont vraiment apprendre la gestion sur le tas? Ça va se passer comment? Alors, Naya, qu'est-ce qu'on propose quelques jours avant de débuter à la compétition? On va fournir des formations avec des experts. Ateliers. Exactement, des experts, des professionnels, les domaines qu'on va proposer. Par exemple? Par exemple, analyse financière, plan making, prise de décision et enfin une initiation au logiciel dont on parlait, pour se familiariser, pour aider les participants à se familiariser mais à l'interface du logiciel. Voilà. Parce qu'avec le logiciel, en gros, ils vont gérer tout ce qui est production, tout ce qui est ressources. Donc, il va falloir un petit peu se familiariser avant le début de la compétition. Maintenant, on propose des formations à des experts pour pouvoir être prêts pour acquérir un niveau qui va permettre d'avancer durant la compétition, Inch'Allah. Alors, bien sûr, c'est une compétition, donc c'est compétitif. Du coup, les participants seront en concurrence entre eux. Et sur quelle base? Donc, quelles sont j'ai envie de dire, les règles du jeu? Bien sûr. L'événement se tiendra en 2 journées. Donc, seulement 5 équipes, les 14 équipes, vont se qualifier à la deuxième journée. C'est déjà pas mal. Habituellement, on parle de 2, 3, mais 5, ça va. Donc, les 5 équipes, c'est les 5 entreprises, disons, qui ont le plus chiffre d'affaires. Donc, ils vont se qualifier vers la deuxième journée. Ils vont continuer les challenges et continuer le jeu pour gagner le titre, le Business Gamer de cette édition. D'accord, Business Gamer de cette édition, il aura quoi? Alors, on pense toujours à la récompense. Alors, bien sûr, il y aura des récompenses et on va les annoncer sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, toujours rester branché sur la page Tana. C'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Stay tuned. C'est sûr. Sans parler du gain considérable en matière d'expérience. Oui, c'est surtout ça. Donc, des ateliers gratuits, des formations. Donc, il y aura même des coachs les 2 journées à l'événement pour les accompagner, pour répondre à leurs questions. Donc vraiment, ils seront à l'aise. Donc, durant les 2 jours. Voilà. Mais sinon, vous avez dit, ça va commencer quelques jours avant, déjà avec les ateliers, avec la familiarisation. Donc, même si n'importe quelle personne, peut-être ne le domaine de la gestion d'entreprise ou la finance, elle peut se lancer. Voilà. Donner les formations spécialement باش تتعلموا
et par le coup, vous participez. D'accord. Alors, c'est vous qui avez pris en contact, bien sûr, avec les spécialistes qui vont venir. Exactement, bien sûr. Ça se passe comment? Alors, on utilise... Pour les convaincre. Alors, pour les convaincre, généralement, on n'a pas de difficulté à convaincre les personnes. C'est juste qu'on va faire la recherche pour des profils qui sont vous savez pourquoi? avec une certaine expérience. Vous savez pourquoi? Ils adorent aider les étudiants. Parce qu'on croit en vous. Exactement. On croit beaucoup, beaucoup en vous. Ils sont toujours très honorés de venir participer. Et même les rares cas où une certaine personne ne peut pas se déplacer pendant la date parce qu'elle a un certain travail à faire ou qu'elle est prise, elle fait toujours le nécessaire pour même nous trouver des alternatives ou des personnes qui seraient capables de venir faire le travail à leur place. Ça leur fait vraiment plaisir en fait d'aider les étudiants et d'être présent pour eux, de les encadrer. C'est vraiment une partie de plaisir. Oui, ça me fait contact, la recherche de coach. Sans l'aide externe des professionnels ou bien des entreprises, cet événement, je ne connais pas de certainement, ça rajoute beaucoup de crédibilité et que les participants ils vont vraiment se sentir dans le milieu entrepreneurial et c'est ce qui est très très intéressant. C'est un bénéfice pour les deux côtés, pour les deux parties, que ce soit pour les participants ou là pour l'équipe organisatrice, parce qu'on nous dit souvent, oui, mais vous organisez, vous apprenez quoi? Ça me met en situation réelle de partir, de parler. C'était la question que j'allais vous poser d'ailleurs. J'allais dire probablement vous êtes le cordonnier mal chaussé parce que vous organisez beaucoup d'événements, vous ne participez pas forcément à l'événement, mais j'imagine il y a beaucoup de gains. Il y a beaucoup de gains. C'est vrai que les gains ils sont différents entre être participant ou là juste organisateur. Même en étant organisateur, tu te déplaces, tu prends l'initiative de parler. Je suis avec vous sur un plateau télé. Qui l'aurait cru que j'allais parler haka aussi aisément? Et qui ne le croit pas? Maintenant, je le crois. Et qui oserait ne pas y croire? Qui oserait ne pas y croire? Qui oserait? N'est-ce pas? Oui. Franchement. Voilà, en tout cas, bravo les filles pour tout ce que vous faites. On vous souhaite très belle réussite. C'est la première édition que vous faites? Non, c'est la quatrième. C'est la quatrième édition. Il y avait 3 éditions passées. D'accord. Et cette simulation, en fait, tourne autour d'un marché, disons. Par exemple, l'année dernière, le marché simulé, c'était le textile. Ah, d'accord. Donc, carrément, vous vous donnez des problématiques. Bien sûr. Avec des données, nous avons fait une étude dans le marché. Par exemple, un tel produit coûte 700 d'argent, etc. Donc, finalement, ce sont des situations réelles. Oui, c'est des problématiques réelles, mais disons virtuelles dans le logiciel. Mais il serait intéressant par la suite de penser du moment que les jeunes participants ils vont venir avec des solutions finalement quand ils vont simuler pendant les 2 jours. Disons avec une stratégie. Avec une stratégie, mais ce serait intéressant de proposer la solution aux entreprises. C'est envisagé. C'est envisagé. Bien sûr, voilà, parce que ça reste quand même des problématiques réelles d'après ce que je vois. C'est un petit peu le but de business. C'est parmi les avantages de participer à des événements. Ça va au-delà de la participation, mais aussi un réseau, des gens qui voient le potentiel TAC, donc voilà. C'est parfait, je vous souhaite beaucoup de réussite pour cette édition. Donc on a juste besoin de vous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plus ample connaissance sur les dates, les inscriptions et aussi le déroulement, les récompenses également. En tout cas, merci beaucoup Manar Bourras, c'est ça. Merci aussi à Dalia Selmi. Vous êtes en quelle année déjà? 4e année. 4e année et 4e année. Il vous reste une année? Oui. Merci beaucoup les filles. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir. Vous êtes chez vous, comme je l'ai dit au départ. Rien n'a changé depuis. Merci. Alhamdulillah. Merci encore une fois les filles. On continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser au centre de développement des technologies avancées. Et c'est Hamid El Bouh qui s'intéresse à ce reportage. On se retrouve juste après. Pour l'Algérie, l'électronique a toujours revêtu une importance capitale, aussi bien pour son décollage économique que pour l'émancipation socio-culturelle de la population. Parler de l'électronique, c'est parler des technologies avancées, des technologies qui maîtrisent la conception et la fabrication des puces électroniques, ces circuits intégrés qui regroupent plusieurs autres composants, notamment des résistances, des condensateurs et transistors sur une seule petite plaque. Ce domaine spécifique fait partie des activités du Centre de développement des technologies avancées, CDTA. Ce centre mène également des recherches dans différents domaines, notamment la robotique, les lasers, l'optique et en microélectronique. L'activité principale de la division microélectronique, c'est la conception des circuits intégrés, que ce soit à l'échelle
sur FPGA ou sur ASIC. ASIC, c'est-à-dire sur silicium. Donc la division actuellement comporte 6 équipes de recherche. Ce centre recèle un potentiel d'expertise et de savoir-faire riche de 40 ans d'activité. Plusieurs domaines d'impact sont ciblés par le plan de charge scientifique et technologique en cours au centre, à savoir la santé, l'énergie, l'environnement, l'eau, l'agriculture, les travaux publics, l'industrie et le numérique. Cette infrastructure est basée sur tout ce qui est relié avec la conception de circuits intégrés, utilisant les technologies microélectroniques et nanotechnologies. Donc le but initial, c'est de concevoir des circuits intégrés chips en utilisant différents outils de conception en microélectronique et nanotechnologie. Donc il y a plusieurs phases de conception de ce circuit intégré. Et ces phases, la composition de la puce, génère différentes équipes de développement de ce circuit intégré. Donc ce design Silicon Loud, c'est un espace à partager à tous les étudiants, les enseignants, les chercheurs, et même en futur aux startups qui veulent impliquer ce type de technologie avancée en conception microélectronique, en permettant un accès en cloud de ces infrastructures telles que les outils de conception, les technologies, les émulateurs, etc. Donc un espace ouvert à tous les personnes académiques et recherche à travers l'Algérie. Le CDTA entend faire bénéficier le secteur économique des avancées accomplies. Ce centre contribue aussi à la formation par et pour la recherche et assure la formation continue, le recyclage et le perfectionnement du personnel de la recherche. Le projet de la conception de la puce électronique RFID pour le service estudiantin donc, est basé sur la conception de plusieurs parties. L'une des parties, c'est la conception analogique, donc qui communique avec une partie également digitale et une partie mémoire où on stocke l'information. Maintenant, la conception donc, microélectronique, elle est également démocratisée. On peut trouver des moyens de conception donc, qui sont libres. Donc, ils peuvent être utilisés même au niveau des universités pour la formation. Pour cela, donc, au niveau de ce IC Design Lab, donc, on reçoit des étudiants de la plupart des universités. Donc, à titre d'exemple, il y a 2 jours, j'ai reçu un étudiant de l'école polytechnique d'Oran, donc pour lui inculquer un peu ou l'initier dans le domaine de la conception, donc moyennant des outils open source et pouvoir créer des liens avec les autres universités et écoles de l'enseignement supérieur. Ce centre vise à la maîtrise des technologies de pointe, la transformation du savoir en savoir-faire, la veille scientifique et technologique ainsi que la conception d'équipements à valeur ajoutée. Cet événement marque une avancée historique pour l'Algérie qui intègre désormais des technologies de pointe dans son tissu économique et renforce sa capacité en recherche appliquée dans des secteurs stratégiques. Et parlons toujours de technologie. Cette fois-ci, nous allons parler de l'encadrement, on va dire, des parents, de leurs enfants à travers la technologie, puisque une start-up y a pensé à travers le lancement d'applications au profit déjà des établissements scolaires, mais aussi au profit des parents d'élèves. Nous en parlons ce matin en compagnie donc, de la créatrice de cette start-up, à savoir Amina Oltage. Bonjour Amina. Bonjour Nourhouda. Comment ça va? Ça va très bien. Ça se passe bien depuis le temps?
depuis le temps. Je suis heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, vraiment, Amina. Alors, un travail colossal qui se fait justement au profit des parents, surtout qui s'inquiètent généralement, surtout quand c'est la petite enfance. Hein, quand ils grandissent, moins. Mais la petite enfance, on a vraiment besoin de tout savoir. Et c'est là où ta solution vient répondre aux besoins des parents, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc, notre solution, on est déjà une start-up, Créadev. On est spécialisé dans la digitalisation et l'accompagnement des établissements dans leur processus de digitalisation dans le secteur scolaire. Donc, dans le secteur scolaire et préscolaire. Parmi nos solutions, on a une application mobile qui permet justement de répondre à cette problématique qui est que l'inquiétude que ressent le parent quand il confie son enfant la première fois aux établissements de garde, les crèches et les écoles maternelles. Donc, alors j'aime bien l'appellation de l'application parce qu'elle est très très affectueuse. Oui. Ouledi. Ouledi. N'est-ce pas? Ça représente exactement. Voilà, l'appellation c'est Ouledi. Ça représente mes enfants. Ça parle aux parents. Parce on touche à leurs enfants. Ça parle aussi aux établissements de garde parce que pour eux aussi, ils considèrent les enfants comme leurs enfants, comme Ouledhom. Donc, l'idée de l'appellation, elle est venue du cœur vraiment de la mission de cette application qui va permettre vraiment de renforcer le lien entre les établissements, les crèches et les parents, de permettre aux parents d'aller travailler en étant un peu plus zen, pour ne pas s'inquiéter, comment va mon enfant. On a tous connu ces inquiétudes-là, surtout quand on... les débuts, oui. Hein, là où tout le monde pleure. Oui, là où les parents parfois pleurent plus que les enfants. Effectivement. Donc, laisser par exemple un bébé de 9 mois ou de 1 an, c'est une grande source de stress pour les mamans et les papas aussi. Donc, nous, on leur permet d'être vraiment zen parce que la garde des enfants, les crèches, ils sont débordés. Il y a beaucoup de choses à faire et tout. Leur mission principale, c'est vraiment de bien s'occuper des enfants. Et les parents, avec leur inquiétude, ils appellent toute la journée, ils s'inquiètent. Mon enfant, est-ce qu'il a mangé? S'il est malade, il passe la journée au téléphone. Est-ce que ça va mieux et tout, la fièvre et tout ça. Donc, avec l'application, ils sont tranquilles. Ils reçoivent tous les détails de la journée de leur enfant. Alors justement, ça se passe comment? Ça se passe comment? Donc l'application, une fois qu'elle est téléchargée, donc comment on va l'utiliser? Quels sont les avantages que nous avons et les informations que nous allons recevoir à travers cette application? Très bien. Donc l'application, elle a plusieurs profils. Donc il y a des profils dédiés à l'équipe éducatrice, donc aux éducatrices et aux directrices, c'est-à-dire pour bien modérer tout ce qui se transmet aux parents. Et il y a Ouledi Family qui est dédié aux parents. Donc, les éducatrices, chaque jour, remplissent les détails des enfants de leur classe avec les détails des repas, les détails des siestes, le détail des activités. Ils capturent des moments, des photos de l'enfant pendant sa journée, pendant une activité, pendant le repas. Et la photo est transmise. Quand ça se passe bien, quand ça se passe bien, quand ça se passe bien et on voit son enfant bien jouer, bien s'éclater, j'ai envie de dire, avec les autres, c'est un grand apaisement finalement pour les parents. C'est un apaisement, c'est un soulagement, c'est-à-dire que la maman, elle est au travail, elle reçoit une petite photo de son petit bout de chou qui est en train de manger et il y a même l'humeur du jour de l'enfant, la messagerie, les progrès, donc tous les détails dont une maman a besoin ou un papa pour qu'elle puisse retrouver son enfant zen et finir sa journée zen. Parce que des fois quand la journée, on n'est pas au courant des détails. La fin de journée, on est un peu perdu. En plus, fatigué, on rentre fatigué du travail et on ne sait pas ce que notre enfant a. Par exemple, il pleure ou il chouine et on ne comprend pas. Et là, on sait, il n'a pas fait, par exemple, sa sieste n'a pas été longue. Je comprends que c'est le manque de sommeil qui le dérange, qui le perturbe. Donc tout ça, ça permet de renforcer vraiment la relation des parents avec les établissements
chez lesquels ils confient leurs enfants. Et c'est un atout aussi pour l'établissement de garde, la crèche ou l'école maternelle, parce qu'elle permet une transparence et une totale confiance, c'est-à-dire que tous les détails sont transmis. Et cette frustration de ne pas pouvoir parler à l'éducatrice en fin de journée et de poser toutes les questions qu'on souhaite, parce qu'elle ne peut pas recevoir 10, 15 parents en fin de journée. Donc là, toute cette frustration, elle est, on va dire, économisée. Économisée, voilà. Effectivement, et après on a l'information en temps réel, n'est-ce pas? Alors quand même, l'application, ce sont les éducatrices qui s'occupent donc de la transmission de l'information, et du coup les éducatrices sont formées pour? Ça se passe comment? Bien sûr. Donc une fois que l'application Lady Family, quand le parent il télécharge l'application, il a un portail, on va dire gratuit, même si son enfant n'est pas inscrit en crèche. Ce portail permet d'avoir des conseils, c'est-à-dire que derrière la technologie, il y a une équipe de psychologues, de pédiatres qui créent du contenu pour conseiller le parent algérien. Voilà, il y a un annuaire des établissements pour trouver le meilleur établissement pour son enfant. Il y a une rubrique pour lire une histoire à son enfant directement depuis l'application. Oui. Et dès que son enfant est inscrit à une crèche, c'est-à-dire que la crèche utilise notre service, donc là, il aura un autre portail qui est beaucoup plus détaillé pour avoir toute la journée de son enfant en détail, les transmissions, les photos. Et avec ce service, on fournit une formation complète parce qu'on ne va pas se mentir, le service est nouveau. Le parent, il n'est pas habitué à ça. L'éducatrice, elle n'est pas habituée à ça. Elle est habituée à remplir des cahiers de liaison qui sont parfois perdus, que le parent, surtout que le parent n'a pas l'information en temps réel. Donc là, c'est tout un nouveau processus. Le métier, c'est le même. Mais la façon de le faire, elle est plus facile. Tout est prédéfini. Il y a juste des touches à toucher. Et en moyenne, avec la formation et notre accompagnement, l'éducatrice, elle ne dépasse pas 1 minute par enfant en remplissage de sa journée. Ah, donc c'est très rapide. C'est très rapide. Contraignant sur le plan pas du tout. C'est timing. Oui, c'est rapide, c'est facile. On sait qu'elle est occupée et débordée. Oui. Donc, on a pensé à tout faire en prédéfini. Donc, c'était juste des cases à cocher. Exactement. C'est des touches à toucher. Elle prend les photos des enfants et elle les transmet aux parents. Et bien sûr, ça permet aussi de protéger l'enfant parce qu'on évite que ces photos soient sur les réseaux sociaux, même si parfois le parent il l'autorise. Obligatoirement, il autorise ça, mais ça permet quand même que l'échange de photos et tout reste dans une intimité entre l'établissement et le parent seulement. Ça permet de le protéger et qu'au final, l'enfant aussi, tout est pensé pour le bien-être de l'enfant au final. Et c'est maintenant que tu fais ça? Après que nos enfants ont grandi? Moi aussi. C'est maintenant, Amina. J'en ai profité 1 an seulement, mais c'est pour la future génération. Déjà pour la génération actuelle. Déjà. L'application, elle est déjà téléchargeable, donc aussi accessible. Exactement. Et puis pour les futures générations, surtout pour les futurs parents. Surtout pour les futurs parents. L'année dernière, on a pu accompagner 2500 parents. Ah, quand même. Oui, 2500 parents avec une utilisation quotidienne pour suivre leurs enfants. Et cette année, nos ambitions sont beaucoup plus grandes. On espère atteindre un plus grand nombre de parents utilisateurs. D'accord, mais là, il faut vraiment qu'il y ait le commun accord entre parents et aussi école. Bien sûr. Voilà, donc les deux parties doivent vraiment accepter déjà l'idée, adhérer à l'idée. Exactement. Ça se fait facilement? Ça ne se fait pas facilement. Comme je t'ai dit au départ, c'est une nouvelle solution qui demande une sensibilisation, une éducation du marché actuel. Donc, on fait beaucoup de sensibilisation à ça. Il y a beaucoup c'est-à-dire de personnes qui ignorent que par exemple la data et tout, elle doit être protégée, les photos des enfants mineurs et tout ça. Et on essaie de montrer l'efficacité. Comme je t'ai dit, le métier c'est le même. Il y a toujours eu le cahier de liaison qui doit être rempli. C'est une obligation de la loi que les établissements préscolaires remplissent les cahiers journaliers des enfants. Et là, on leur propose un outil qui
facilite. Voilà. C'est exactement la même chose. Exactement, c'est la même chose. Et peut-être même dans le formulaire que vous proposez, il y a peut-être même des idées que l'institutrice ou l'éducatrice n'y a pas pensé. Donc, oui. Peut-être à travers l'application, nous avons plus d'idées, plus de paramètres, plus de choix. Plus d'idées, plus de paramètres, et l'avantage c'est que on essaie de rester proche au maximum de nos utilisateurs. Leur feedback nous permet vraiment de rajouter l'option dont ils ont le plus besoin, ou bien la facilité qu'ils recherchent, c'est-à-dire que des feedbacks sont récupérés périodiquement. Suite à ces feedbacks, on choisit les meilleures propositions qu'on met en place dans la mise à jour à venir. Pour l'amélioration continue. C'est avec les feedbacks qu'on améliore à chaque fois. Parce qu'on connaît mieux finalement, et plus encore les besoins probablement des parents, qui changent souvent, non? Change, exactement, ça change assez régulièrement. Le parent cherche toujours plus. C'est un parent connecté aujourd'hui. Il cherche beaucoup plus de détails et tout, d'informations. Il reçoit, dès qu'il s'habitue à ces options, il cherche la nouveauté. Donc là, c'est la course. Exactement. L'éternel insatisfait. L'éternel insatisfait. Donc, de notre côté, on essaie toujours d'apporter la touche en plus pour permettre cette satisfaction. Et c'est ce qui permet aussi à l'application de mieux se développer, et donc de répondre pleinement. De toute façon, l'application est là pour répondre aux besoins des parents, de l'utilisateur. Oui. Voilà, en tout cas, Amina, ça a été un plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Je te souhaite beaucoup de réussite, et surtout les parents, il faut vraiment profiter de cette option. On n'a pas eu cette occasion, nous. Merci beaucoup, Nour Houda. C'était un plaisir partagé. Le plaisir pardon. Le plaisir est partagé, Amina. Donc, je rappelle la solution. Donc, une application Ouladi et Ouladi Family pour les parents. Pour les parents, afin de pouvoir donc accompagner ces enfants et surtout les encadrer. En tout cas, Amina, beaucoup de réussite. Merci. Inch'Allah, très très belle continuation. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Inch'Allah, pour d'autres mises à jour ou peut-être pour d'autres applications. Très bien. Avec plaisir. Merci, on te met la pression. Hein. Merci beaucoup, Amina. Merci et on à toi. On va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée. Mais avant cela, ce sera pause musicale en compagnie donc de Djilali, Toumerti. On se retrouve juste après. Et voilà.
retour sur le plateau et cette fois-ci, ça va parler de lecture, ça va parler de films, ça va parler de cinéma. Et nous en parlons en compagnie de notre ami Dalioud. Bonjour. Bonjour, je suis content de vous revoir. Oui, merci beaucoup, je suis un content. plaisir. C'est une fois de la télé. Oui, je reviens toujours, chaque année. Tu reviens. Tu ne peux pas ne pas revenir, c'est pas normal. Impossible. N'est-ce pas? Surtout quand il y a des nouveautés, des choses à nous raconter. Ah ben oui, aujourd'hui justement, on a... est très très fiers de ce que tu es en train de faire, de ce que tu as fait, de ce que tu vas faire encore. Merci beaucoup. Vraiment. Très gentil. C'est grâce à vos encouragements, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. C'est grâce à ta volonté aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ma volonté, mais aussi l'entourage, il compte. Je choisis mon entourage. Effectivement. Je choisis les gens qui me motivent, comme vous. Et comme les personnes. Tu es notre petit frère, notre petit frère maintenant, n'est-ce pas? C'est un honneur pour moi. N'est-ce pas? Alors Dali, tu parlais d'entourage et tu nous dis que tu t'entoures toujours des bonnes personnes. C'est pour ça que tu nous as ramené une bonne personne aujourd'hui. Oui. Une belle personne, une belle petite princesse ou sorcière. Alors ça va de quoi? Gryffondor. Une petite sorcière, non pas de Gryffondor, de Serdaigle. Okay. C'est ça. Donc c'est la petite sorcière de Serdaigle ou c'est la petite princesse de Tizi Ouzou? Enfin. Et du coup, t'as le choix, hein? Quoi? Tu as le choix, hein? Ok, allez. On te laissera choisir. Il s'agit donc de Célia Merakeb. Célia, bonjour. Bonjour. Oh, ben, on est content de Céliane. Céliane, oui. Pardon, Céliane. Ben, on est content de te recevoir, Céliane. Je suis contente d'être ici. Très bien. Alors, Céliane, tu lis beaucoup, c'est ça? Oui, c'est vrai. J'adore la lecture. J'ai toujours aimé ça, d'ailleurs. Et tu viens nous parler de l'un de tes livres préférés. Exactement. Adapté au cinéma d'ailleurs. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors il s'agit de Harry Potter. Voilà. Et tu n'as toujours pas décidé si tu es sorcière aujourd'hui ou princesse? Enfin, si. Si. Oui, Puisqu'on parle d'Harry Potter, alors aujourd'hui ça va être la petite sorcière donc de Serdaigle. Ouais, c'est ça. Tu vas nous transformer en quelque chose? Je prends la fuite alors. Hein? Commence par elle. Ah, je prends la fuite. Déjà c'est le jour. Toi, ça va. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Enfin, non, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit, de transformer qui que ce soit. Enfin, elle va juste nous parler d'Harry Potter. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Alors, Harry Potter, c'est l'une de tes lectures préférées? Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'attire dans ces 7 tomes? Honnêtement, c'est surtout l'histoire, quoi. L'intrigue, ce qui va arriver à Harry et à tous les autres. Enfin, c'est ça. Oui. Et c'est puis... ton personnage préféré? Mon personnage préféré? Enfin, ils viennent plutôt en paire parce que c'est impossible de les séparer, mais c'est Fred et George Weasley. Oui, d'accord. Qui? Fred et George Weasley. Ah, les jumeaux. Oui. Ah, d'accord, c'est tes préférés, les jumeaux. Ouais. Je pensais que tu allais me dire Hermione, mais bon. Enfin, elle est vers le haut de la liste des personnages préférés, mais non, c'est Fred et George les premiers. Alors pourquoi les jumeaux? Les jumeaux, c'est... Ils sont rigolos, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'ils sont... Oui, déjà, c'est qu'ils sont drôles, bien sûr. Mais déjà, ce qu'ils ont fait, par exemple, pendant que Harry, Ron et Hermione étaient recherchés, eux aussi d'ailleurs, et ils ont créé Potterveil et tout, pour donner espoir à tous les autres sorciers et tout. Donc honnêtement, je pense que c'était vraiment quelque chose de bien qu'ils ont fait. Et puis malheureusement, ce qui arrive à Fred à la bataille de Poudlard, ouais. Enfin, ouais. C'est le petit sacrifice, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, c'est vrai qu'on était tous tristes, hein, n'est-ce pas? Ouais. Mais bon, allez, on va dire, ce n'est qu'une histoire. Hein. Bien sûr. N'est-ce pas? Une histoire d'ailleurs qui nous apprend beaucoup de belles valeurs. Oui. Hein, de l'amitié, de la fraternité. Du courage, tout ça. Ouais. Voilà. Et donc, tu es contente finalement de faire partie de Serdaigle? Oui. Tu as fait un test pour ça? Oui. Eh ben moi aussi. Comme par hasard, je l'ai fait hier. Ah. Comme par hasard, j'étais sur mes réseaux sociaux et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? C'est l'instinct. Ouais. Apparemment. Et apparemment, je fais partie. J'aurais souhaité faire partie de Gryffondor, mais bon. Mais bon, ouais. Mais bon, paraît-il que les Serdaigle sont les plus intelligents de l'école? Enfin, c'est vrai, c'est ce qui se dit. Apparemment, ils aiment la sagesse, ils veulent tout connaître. D'ailleurs, le fait qu'ils veulent tout connaître, c'est littéralement ce qui est dit dans la chanson du Chapeau, dans le premier tome. Oui. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Alors, Dali, je reviens à toi. Ouais. Donc, les singes magots. Alors, les singes magots, ils étaient dans une forêt quelque part ici en Algérie, mais apparemment, ils ont voyagé à travers le monde. Ben oui, ils sont un peu partout maintenant. J'ai ouvert la voie pour qu'ils... Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire plus attention? Parce qu'ils ont un projet. Ils ont un projet? Oui. D'accord. De contaminer le monde, comme le Covid. Mais contamination plutôt agréable. Oui, positive. Positive, voilà.
Et voilà, je fais un petit tour aux États-Unis prochainement pour présenter justement l'ouvrage dans les 5 langues, enfin plutôt dans les 2 langues principalement, en anglais et en français. Anglais-français, oui. Oui. Je commence par jeudi, le 30, avec l'association Algerian American Association of Greater Washington, D.C. J'ai une conférence à Washington. Ça va se passer quand? Le 30, jeudi prochain. Inch'Allah. Et donc, ce sera l'occasion pour moi de me rapprocher des lecteurs américains et plus particulièrement de la communauté algérienne, parce que c'est elle qui est sollicitée en premier lieu à Washington. Et ce sera l'occasion justement de faire découvrir notre littérature dark fantasy, eco-fiction aux jeunes de notre diaspora à l'étranger. Là, par exemple, on est aux États-Unis. C'est pour le faire découvrir la littérature contemporaine de la nouvelle génération en Algérie. J'imagine bien que les enfants, les ados de la diaspora, ils lisent beaucoup des livres des auteurs étrangers. Et là, j'essaie un petit peu de leur faire découvrir la littérature un peu du genre qu'ils aiment, mais de chez nous. Donc c'est l'un des objectifs principaux. En même temps aussi pour promouvoir mes futurs projets, notamment mon premier roman que je n'ai pas encore publié, il est un peu volumineux, que j'ai traduit aussi en anglais, et que je compte justement publier à l'étranger. Et aussi le tome 2 de Imago Vampire, sauf que le titre un peu, j'ai modifié. Et le tome 2, en exclusivité, ce sera le thème autour de la pollution des mers et des océans. Le tome 1, c'était en forêt, avec Imago Vampire. Et là, on rappelle que ton livre, il est purement sensibilisateur. Donc c'est vrai que c'est de la fantaisie, c'est vrai que c'est de l'éco-fantaisie, effectivement, mais il y a quand même un message très très lourd derrière ce roman qui est la sensibilisation à la protection de l'environnement, Dali, n'est-ce pas? Ben oui, parce que je suis très impliqué dans tout ce qui est écologie. Et je fais partie aussi de l'Association nationale algérienne pour la protection de l'environnement. Et voilà, cette littérature qu'on appelle l'éco-fiction, ou bien l'éco-fantaisie, c'est une nouvelle littérature qui émerge dans le monde. Donc j'essaie de la développer à ma façon et de la promouvoir en Algérie, aussi bien en Algérie que dans le monde. Voilà. Voilà, donc c'est ce que tu vas faire très prochainement. Oui. Et tu t'es déjà déplacé auparavant, non? Pas encore? Oui, en France. Oui. Bon, je fais une formation master en création littéraire, creative writing, pour justement développer mes compétences dans l'écriture. Oui. C'est magnifique. Oui. Voilà, c'est magnifique. Et donc, ça va être pour le 2e tome, donc cette fois-ci les océans, n'est-ce pas? Oui, les mers et les océans. Voilà. J'ai déjà écrit 3 chapitres, plus le prologue. Et avec cette formation, justement, creative writing, création littéraire, ce sera mon projet de fin de l'année. Et mon objectif, c'est de revenir en 2026 à Cannes, Algérie, pour promouvoir ce 2e tome. Oui, oui. Inch'Allah. Mais tu pourras peut-être nous donner un avant-goût sans, bien sûr, spoiler l'histoire. En avant-goût, le personnage principal est un Algérien, descendant de Vlad Dracula. Et bon, j'explique ça. Dracula est toujours là. Hein. Oui, oui, oui. On ne peut pas s'en débarrasser finalement. Hein. Alors, pour expliquer l'ADN qui est arrivé en Algérie de Dracula, j'ai réécrit un petit peu l'histoire du prince de Valachie, Dracula. Comment est-ce que son descendant est arrivé en Algérie? Bon, c'est de la fiction, en même temps c'est de l'histoire. Et voilà, pour trouver une ADN algérienne à ce personnage, qui plus tard va immigrer aux États-Unis dans la ville de Saint-Augustine. Et c'est là où se passe c'est-à-dire l'histoire, Saint-Augustine en Floride. Pourquoi j'ai choisi cette ville? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ne savent pas que la première ville, ou bien la ville la plus ancienne construite aux États-Unis, porte le nom d'un Algérien qui s'appelle Saint-Augustine. Et Saint-Augustin, il est le fils de Socrates. C'est un personnage algérien. C'est pour justement cette cause que j'ai choisi cette ville, qui est la première ville construite par les Européens sur le continent américain. Et elle porte le nom d'un Algérien, pour moi c'est une fierté aussi. Donc on revendique Saint-Augustin le nôtre avant les autres. Donc c'est pour ça que je choisis cette ville.
où se base l'histoire, voilà, sans spoiler. Voilà, voilà sans spoiler. Alors, il y a vraiment... pour bientôt, hein, 2026, Dali. Je veux vous dire que c'est un genre de vampire, oui. C'est-à-dire la nature de ce vampire, il y a beaucoup de contradictions et c'est quelque chose qui n'a jamais été imaginé auparavant. Donc je ne peux pas vous le dire maintenant. J'ai peur qu'on me vole l'idée. Pourquoi je ne suis pas étonnée de la part de Dallywood? Il nous sort toujours des petites surprises comme ça. En tout cas, 2026, c'est pour bientôt. Hein. C'est pour bientôt, oui. Inch'Allah. Donc, on t'attend avec impatience pour nous Moi, dévoiler. je suis très impatient. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais. En tout cas, beaucoup de réussite, Dali, parce que Merci tu mérites, beaucoup. tu fais un travail colossal et surtout, le magnifique travail que tu fais à côté donc, de l'écriture, c'est l'accompagnement de cette petite jeunesse. Oui. Donc, tu es toujours aux côtés donc, des enfants, des jeunes. C'était mon élève en même temps. En même temps, c'était ma collègue en classe, tellement elle était vraiment très brillante. Enfin, faut l'entendre parler l'anglais pour comprendre. Voilà, alors il y a l'une, donc c'est Manel Mebarki, notre collègue, qui te dit que tu ressembles beaucoup à Hermione. Ah, merci. C'est un beau compliment? Oui. C'est elle qui te ressemble? Non, je te dis plutôt que je ressemble parce que, voilà. Enfin, c'est Hermione. Alors, Manel, elle fait déjà partie de Serdaigle. Hein. Elle a déjà fait son test et elle fait partie de Serdaigle. Ah. Voilà. Alors, on pose beaucoup de questions autour de toi en régie. Hein. On se dit, la petite Hermione, elle fait partie de quelle école? N'est-ce pas? Et ben voilà. Alors, justement, Céliane, oui. Tu aimes beaucoup la lecture et vous avez fondé le club de lecture au niveau de l'école, c'est ça? Enfin, non, je ne suis pas là depuis qu'il existe. Je suis là depuis... Ça fait un an que j'en fais partie. Oui. Et tu as ramené quelques photos, on peut les voir ensemble? Enfin, oui, c'est le recueil de textes. D'accord, c'est un recueil de textes que vous avez fait? Oui, c'est plein de textes qu'on a tous écrits. Vous avez écrit vous-même les textes? Oui, on les a écrits nous-mêmes. Après, ils sont tous dans ce recueil. Et c'est vous-même qui les avez écrits? Oui. Voilà, et celui-là, c'est le tien. Les objets de mon absence. Les objets de mon absence, oui. Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est une histoire où en fait, je suis partie en voyage et pendant ce temps-là, c'est l'histoire de ce que mes affaires préférées font, enfin ce que certaines de mes affaires font. Pendant que je suis pas là. Tu t'es rappelé un très beau dessin animé que j'ai regardé avec mon fils quand il était petit et que j'ai regardé avec des yeux d'enfant au fait. Hein. Tu devines? Toy Story? Ah ouais, Toy Story, c'est vrai. C'était pas sur Toy Story, c'était juste le concept comme ça. Voilà. Et donc, ils faisaient quoi, tes objets? Eh bien, il y en avait certains qui étaient contents que je les ai oubliés à la maison. Il y en avait d'autres, ils étaient tristes. Ils ont fait des bêtises? Enfin, ils se sont tous un peu amusés, alors ils ont fait des choses. Par exemple? Par exemple, ils ont tous fait la course jusqu'en haut des étagères. Ils ont fait, pardon? Ils sont tous partis vers les étagères. Oui. Après, ils ont tous fait la course jusqu'en haut. Ils en ont fait des bêtises, hein? Après, il y en avait un, il ne pouvait pas escalader du tout, alors il les a juste attendus en bas. Mais c'est magnifique, finalement, Céliane. Tu commences à écrire dès ton jeu. Tu as quel âge, en fait? J'ai 12 ans. 12 ans, donc tu commences à écrire. Tu penses à écrire probablement des romans par la suite, comme le fait ton enseignant et puis ton collègue? Ah ben, je vais t'accompagner si tu commences à... Ben voilà, il va t'accompagner, il est là. Enfin, non, pas vraiment. Pas pour l'instant, mais peut-être plus tard. Peut-être. Plus tard, parce que là, le talent de l'écrivaine commence déjà à sortir. Je rappelle qu'elle a lu les 7 tomes de Harry Potter. Ouais, ben j'imagine. Pourquoi je ne suis pas étonnée pendant que nous y sommes? Alors, Céliane, paraît-il, tu maîtrises très bien la langue anglaise. Enfin, oui, je dirais que je parle plutôt bien quand même, oui. D'accord. Alors, d'où vient cet intérêt pour la langue anglaise? Eh bien, c'est grâce à ma mère que j'en suis là avec mon niveau d'anglais. Donc, c'est elle qui m'a poussée, en étant petite, à regarder tout plein de dessins animés, de vidéos en anglais. Et au fil du temps, j'ai fini par comprendre. Enfin, voilà. Et parler. Voilà, et parler. Et parler. Alors, Dali, ça te fait plaisir hein, d'être en compagnie de... Bon, toi, l'enseignant de langue anglaise. Quand je l'ai reçue la première fois dans ma classe, je ne croyais pas qu'elle était algérienne. Moi, je me suis dit, elle vient des États-Unis directement. Comment me parler en anglais à sa façon, c'est franchement bravo. Ça fait un grand plaisir. Et pour revenir à son probable projet d'écriture,
Je rappelle que c'est la nièce de Linda Schuiten, la romancière. Donc je pense qu'elle a le gène de l'écriture. De l'écriture, après elle est très très bien accompagnée, n'est-ce pas Dali? Oui, ils sont profs aussi. Voilà, il y a toujours le virus de l'écriture et de la lecture donc, qui se transmet. C'est un beau virus. C'est un magnifique virus très très noble. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous, comme à chaque fois Dali. Céline, j'étais très ravie de faire ta connaissance et encore plus ravie de faire partie de la même école que toi. Voilà. Pardon, mais en fait, l'école elle-même, c'est Poudlard. Serre-d'Aigle, Serpentard, Poufsouffle et Gryffondor, ce sont les maisons de Poudlard. Excuse-moi? Ça s'appelle pas les écoles de Poudlard, ça s'appelle les maisons de Poudlard. Les maisons de Poudlard, voilà. Oui, pardon, je me corrige. Les maisons de Poudlard, effectivement. Ah bah oui, c'est la prof maintenant, elle corrige. Ah bah oui, elle corrige, c'est normal. On apprend toujours et on apprend plus des enfants, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Céliane, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Merci. Merci. C'est un plaisir. Très beau voyage. Merci, ma fille. Merci beaucoup. On te souhaite un très bon voyage, beaucoup de réussite et je te retrouve très bientôt, 2026. Inch'Allah. J'espère et je profite de l'occasion pour passer un bonjour à votre papa. Ah, bah c'est gentil, il va très très content parce qu'il regarde en ce moment. Et j'ai hâte de le rencontrer en fait. Inch'Allah, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà, donc ça c'est l'affiche qui va t'accompagner pour ton événement. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Je dis oui. Inch'Allah. Merci beaucoup Dali, merci encore une fois Céliane. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain, Inch'Allah, vous retrouverez Amal Raimi à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au محمد أبي زهرة وجنانا سمر ضاع